Eh bien bonjour, aujourd'hui je viens dans une vidéo pour te parler d'un sujet très personnel qui m'a beaucoup touchée et qui peut-être te touchera toi aussi. Dans cette vidéo, il y aura certainement des larmes, c'est normal. Il y aura certainement de la joie, c'est carrément normal aussi. Je vais pas forcément dans cette vidéo peut-être employer les bons termes, médicaux notamment, mais en tout cas, dans cette vidéo, je veux t'apporter ma manière de... Enfin, pas ma manière, mais la manière dont j'ai vécu cette situation et comment j'ai fait pour pouvoir rebondir face à ça, qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui s'est passé suite à tout ça. En juillet 2020, je tombe enceinte et ça faisait 2 ans qu'on essayait, au moins 2 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Je tombe enceinte, joie, bonheur, je me revois encore l'annoncer à mon compagnon de cette grossesse. Je me suis levée un matin, je suis allée aux toilettes, je me soupçonnais vraiment d'être enceinte parce que j'étais en retard, peut-être d'une journée, hein, vraiment de pas grand chose, mais bon, je me suis dit je vais faire le test. Je fais le test, positif, je me reglisse dans le lit, il se réveille à un moment donné. Et là, je lui dis attention, sois pas trop brutale parce qu'on n'est plus tout seul. Il dit mais comment ça, on n'est plus tout seul? Il me dit t'es enceinte? Ouais. Alors c'était pas forcément l'annonce la plus glam, mais c'était la plus naturelle, on va dire. Enfin bref. Et là, il m'avait fait part du fait que bah mince, j'aurais aimé que tu m'offres un truc et que tu me l'annonces d'une autre manière, etc. Enfin bon, voilà. Ça s'est fait de cette manière-là et on était remplis de joie parce que Jérémy, mon compagnon, aurait aimé être papa juste avant ses 30 ans ou à ses 30 ans et là, 2 semaines après, il fêtait ses 30 ans. Et donc du coup, joie, je me suis dit tu te rends compte, tu vas être papa pour tes 30 ans et c'est trop bien, c'est dans l'année de tes 30 ans, enfin bref. Et du coup, on fait notre vie hein, tranquillement, bien entendu enceinte, il fête ses 30 ans, je ne peux pas trinquer au champagne avec lui, voilà. C'est comme ça, on fait notre vie et puis j'ai rendez-vous le 18 août 2020 pour faire mon échographie de datation. Donc j'ai dû le faire à 7 ou 8 semaines aménorrhées parce que quelques mois avant de tomber enceinte, j'avais dû aller aux urgences gynécologiques de la clinique où je suis suivie parce que je perdais du sang sans raison. On n'a rien trouvé, on pense éventuellement à une fausse couche mais pas du tout, enfin bref. J'ai pu avoir un rendez-vous assez tôt. Il faut savoir que dans la clinique où je suis suivie, ils font pas d'écho de datation. C'est la première échographie, c'est celle à la fin du premier trimestre. J'ai mon rendez-vous. On y va en joie. Par la suite, on avait prévu de faire la route pour aller pour aller chez mon papa, pour aller rejoindre mes sœurs, fêter l'anniversaire de mon papa. Enfin bref, on avait tout planifié. Le lendemain du rendez-vous, on devait faire un baptême d'hélicoptère que j'avais offert à Jérémy pour ses 30 ans. Enfin bref, on devait passer une super semaine de vacances et finalement ça a viré un peu au cauchemar. Voilà. On va au rendez-vous et là j'ai une écho pelvienne parce que l'embryon est trop petit, on ne voit rien, on fait une échographie traditionnelle et là on voit rien sur l'écran. On voit rien. Dans le contexte Covid, on a les masques, il fait chaud, il fait noir dans la salle. Il fait noir dans la salle, hein, c'est pas le contexte Covid, c'est que c'est comme ça. Mais voilà, c'est vraiment pour mettre un peu l'ambiance du truc. Et là, elle s'arrête. La gynécologue, elle nous dit... en plus, c'est la première fois que je la voyais parce que mon gynécologue était parti, avec qui je faisais mon suivi habituel. Et là, elle me dit... je suis désolée, mais... je suis sûre à 98% que c'est une grossesse extra-utérine. Ok. Donc t'as cette nouvelle qui arrive, ça marche. Ça marche pas du tout en fait. Ça marche pas du tout, tu t'effondres. Moi clairement, enfin voilà, j'enlève mon masque. Je suis désolée, je suffoque à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite?
tu peux pas avec une épingle aller le chercher et me le foutre dans mon utérus au bon endroit. Enfin vraiment vraiment je vais pas poser ces questions là, mais vraiment dans ma tête j'ai ce truc là de trouver une solution. Comment on peut trouver une solution? Comment on peut remettre ça en ordre? Comment on peut faire? Il n'y a rien qui est possible de faire pour que ça rentre en ordre. Tu ne peux pas faire d'une grossesse extra-utérine faire en sorte que ça rentre dans l'ordre, c'est pas possible. Et là, elle me dit, je suis pas sûre de moi, mais c'est une grossesse extra-utérine cornuale. Ok, c'est quoi cornuale? Cornuale, c'est dans le muscle. Elle me dit, on va devoir faire une intervention chirurgicale et il y a de grandes probabilités que je sois dans l'obligation de vous retirer une trompe. Ok, donc là on m'annonce que j'ai une grossesse extra-utérine, que du coup je ne peux pas partir en vacances, et qu'en plus je vais me faire retirer une trompe et voilà. Et en fait donc j'ai eu rendez-vous le 18 août, le 20 août anniversaire de mon papa, donc on devait fêter son anniversaire et finalement cette date là je me suis retrouvée au bloc. Voilà. Joie, bonheur, donc cet anniversaire là a eu un tout autre goût pour mon papa aussi. Donc elle a demandé un deuxième avis médical, donc il y a une autre consoeur qui est venue pour checker, hein, pour voir si elles étaient bien d'accord, et en effet elles étaient bien d'accord que c'était bien une grossesse extra-utérine cornuale. Donc elle m'avait dit vous pouvez descendre en vacances et vous revenez pour le jeudi matin, mais s'il y a de la perte de sang ou quoi que ce soit, il faut que vous filiez vite pour pas que ça ait de conséquences irréversibles. Ok, ça marche. Du coup, on prend la décision de ne pas partir, de rester là parce que Poitiers, bassin d'Arcachon, il y a 3 heures de route. Donc, puis je me voyais pas me trimballer avec mon dossier médical, aller dans ma famille et finalement leur annoncer cette mauvaise nouvelle alors que c'était censé être une bonne nouvelle et de passer un bon moment. Donc on s'est dit on reste à la maison. J'en ai voulu à la terre entière. Vraiment. J'en ai voulu beaucoup. Et c'est normal. Parce que si tu vis cette situation-là, ou si tu as connu quelqu'un dans ton entourage qui a vécu cette situation, c'est carrément normal. Et là aussi, dans cette vidéo, je viens t'enlever cette culpabilité parce que j'en ai voulu aux femmes enceintes, à ces femmes qui se caressent le ventre, à ces femmes qui font les courses, qui se trimballent avec leur ventre, à ces jeunes parents qui se promènent en poussette. J'en ai voulu à la terre entière. Et j'étais là, et moi j'ai une situation professionnelle, tous les deux on a une situation financière, professionnelle. Pourquoi ça ne marche pas pour nous? On a une maison, on a une chambre, 2 chambres, enfin supplémentaires pour pouvoir accueillir notre enfant, ou nos enfants si ça devait être des jumeaux, enfin... Pourquoi nous? Pourquoi? J'ai accueilli ma tristesse, j'ai beaucoup pleuré. Pendant cette période-là, j'étais en pleine reconversion professionnelle. Et en fait, peut-être l'une des premières choses que je me suis dites après avoir été envahie de joie à la lecture de mon test de grossesse, c'est merde, et mon projet pro, je vais être encore coincée dans mon boulot salarié que je déteste. Mais après d'un autre côté je m'étais dit bon c'est pour accueillir la vie, je peux pas partir, je partirai plus tard, c'est pas grave. Et en fait ce qui m'a beaucoup aidée dans l'accueil et pour pouvoir faire la paix avec cette grossesse extra-utérine, c'est l'écriture. J'ai beaucoup écrit, beaucoup, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis en fait de remettre un peu tout en ordre dans ma tête et d'accepter que pour moi, et là pour le coup je dis bien que c'était le cas pour moi, que c'était pas le bon moment.
En effet, c'était pas le bon moment parce que j'étais en pleine reconversion et j'en pouvais plus de mon job alimentaire. Je m'étais déjà mise en arrêt maladie parce que j'avais pété un câble au boulot. J'en avais marre, j'en pouvais plus, j'étais au bout du Rolls. Et bref, ça reviendra sur un autre sujet certainement de vidéos, je vais pas m'étaler. On va parler surtout de la grossesse extra-utérine, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la suite. Donc j'ai eu mon intervention chirurgicale le jeudi 20 août 2020. Je suis ressortie le lendemain, j'ai passé une nuit en observation. Je suis sortie le lendemain et puis j'ai eu je crois 10 ou 15 jours de convalescence. Et moi j'ai demandé plus à mon médecin traitant qui était franchement, je vais pas dire un amour, parce qu'on peut dire d'un médecin traitant qu'il est un amour, mais franchement incroyable. Il savait ô combien ça nous tenait à cœur cette grossesse. Et le jour même je l'ai appelé pour lui dire ça et je suis tombée sur la secrétaire de mon médecin généraliste. Elle m'a dit j'en parle tout de suite à votre médecin, il vous rappelle. Et il m'a rappelé, mais génial. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris connaissance des échographies et là, mon monde s'est un peu plus effondré à ce moment-là. Je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu brouillon, mais il s'est un peu plus effondré parce que sur l'échographie, il y avait marqué rythme cardiaque, oui. Il y avait un cœur qui battait, donc j'étais là, peut-être que je peux créer l'improbable. Donc j'ai beaucoup parlé à ce fœtus pendant ces 48 heures pour lui dire vas-y, fais de cette situation un miracle, tombe dans mon utérus et place-toi au bon endroit. Enfin, vraiment une folle. Enfin non, on peut pas dire qu'on est fou. Mais t'essayes par tous les moyens de trouver une solution pour que la situation rentre dans l'ordre. Sauf que là c'était pas possible, la situation pouvait pas rentrer dans l'ordre. Du coup il y a eu cette annonce de grossesse extra-utérine, je vais certainement devoir vous retirer la trompe. Et elle m'a dit et ça je pourrais le voir que le jour J lors de l'intervention, donc anesthésie générale par célioscopie. Aujourd'hui j'ai 4 points suite à l'intervention chirurgicale. Elle est venue me voir en chambre, ma gynécologue, elle m'a dit bon, par contre voilà, ce qui était un peu inévitable, c'est que j'ai dû vous retirer la trompe. Ok, de toute façon j'avais été prévenue, j'ai plus qu'à accueillir cette nouvelle-là et puis à faire avec, entre guillemets. Je fais avec, et donc du coup j'avais demandé, je parlais de mon médecin traitant tout à l'heure parce que j'avais demandé à mon médecin traitant est-ce qu'il me prolonge. J'ai été prolongée et je suis revenue peut-être un mois après mon intervention. Parce que je me voyais pas aussi affronter les regards de mes collègues, plein d'empathie ou peut-être aussi de pitié. Enfin, et du coup, j'ai pris mon temps. Et puis suite à ça, quand j'ai su pour la grossesse extra-utérine, quand je suis sortie du rendez-vous, j'ai dit à Jérémy, je me casse. Je reste pas, je m'en vais. Je m'en vais. À la fin de l'année là, je m'en vais. Je peux plus, je quitte mon travail. Il m'a dit ok, je t'encourage et vas-y, va-t'en, t'en peux plus. C'est chose que j'ai faite, hein. J'ai lâché mon boulot en fin d'année 2020. La meilleure décision que j'ai jamais prise sur le plan professionnel. Enfin, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, ça reviendra aussi sur une autre vidéo. Par la suite, il y a eu un suivi post-op, donc j'ai vu ma gynécologue peut-être, je crois, en septembre ou octobre. J'avais un rendez-vous pour une hystérosalpingographie. Donc l'hystérosalpingographie, c'est une sorte, j'ai pas forcément les bons termes et les bonnes explications, une sorte d'échographie où on te met en évidence ton appareil génital par un liquide qui fait mal. Clairement ça fait mal, c'est un examen qui est pas du tout agréable. Moi j'en ai pleuré de douleur. Et là, c'est même pas un deuxième, c'est xème coup de massue qui te tombe dessus. Le médecin qui me fait l'examen me dit
Bon, je suis désolée, mais j'ai pas une très bonne nouvelle. Vous verrez ça avec votre gynécologue, mais pour moi, la trompe qui vous reste est légèrement obstruée. Donc peut-être, madame, qu'il faudra réfléchir à une autre alternative pour avoir un enfant. Je suis là, ok. Super. Ok. J'ai mon rendez-vous quelques semaines après avec ma gynécologue. Et je lui fais part du fait que qu'on aimerait passer par un rendez-vous PMA, voilà, par un parcours PMA, mais elle n'a pas très bien compris l'interprétation des résultats. Elle me dit, je l'aurais vu lors de l'intervention chirurgicale si l'autre trompe n'était pas en bonne santé. Enfin bref, et là, quand je lui fais part du rendez-vous PMA, elle me dit, mais pourquoi ? Comment ça, pourquoi? Enfin, cela va de soi. J'ai une trompe en moins, ça fait 3 ans qu'on essaye, j'ai une grossesse extra-utérine, j'ai une trompe qui est endommagée, enfin qui est pas en très très bonne santé. Et toi, tu me dis pourquoi je dois aller en parcours PMA et que tu ne comprends pas l'intérêt d'y aller? Et je dis non, mais elle vit sur quelle planète? Clairement. Et je la remercie. Parce que même si finalement elle m'a dit je vais vous écouter, je vais vous recommander quelqu'un, etc. Elle m'a expliqué un peu le truc. Elle m'a quand même... Il y a une partie de moi qui a gardé la foi de tomber enceinte naturellement. Je prends mon rendez-vous avec cette professionnelle-là. Mais avant ça, il faut savoir que lors du rendez-vous avec ma gynécologue, elle me dit bon, par contre, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que suite à cette intervention chirurgicale, quand vous tomberez enceinte, il y a de fortes probabilités que vous ne puissiez pas accoucher par voie basse et que ça soit par césarienne. Ok, coup de massue à nouveau. Ouais, franchement, j'ai pas vécu ça. Pour moi, c'était pas des bonnes nouvelles. Je voulais accoucher par voie basse avec de l'auto-hypnose dans une salle éventuellement nature, enfin vraiment être au plus proche d'accoucher naturellement. Et là, je me retrouve avec tout son inverse, hyper médicalisé, avec une intervention chirurgicale. Mais l'un dans l'autre, ça m'a permis de me préparer à cette césarienne. J'ai eu du mal à l'accepter, hein, vraiment beaucoup de mal. Mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai eu mon rendez-vous avec ma gynécologue, du coup, elle m'a fait la recommandation pour aller voir la professionnelle pour le parcours PMA. J'ai rendez-vous, mon premier rendez-vous tombe en octobre 2021. Ok, c'est des mois d'attente. Ok, ça marche. Ok. Quelques semaines après, enfin même plusieurs mois après, j'irai peut-être 2 mois après, je reçois un appel. Oui, bonjour, on a le planning qui bouge pour les vacances, etc. Est-ce qu'il est possible de décaler votre rendez-vous au mois d'août? Carrément. Donc je gratte 2 mois en fait sur le process. Ok, vas-y, cale-moi un rendez-vous au mois d'août. Et j'ai une amie qui était passée par la même professionnelle pour son parcours PMA à elle. Et elle m'a dit, non mais Modus, check sur Doctolib pour choper un rendez-vous plus tôt. Ça se trouve, elle me dit, moi j'ai réussi à le faire, donc toi aussi tu peux le faire, machin. Et tous les jours j'étais rendue sur Doctolib pour essayer de gratter du rendez-vous. Résultat des comptes, j'ai gratté 4 mois parce que par rapport à mon premier rendez-vous pris qui était en octobre, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en juin. Je crois que c'est juin. Trop bien, trop bien. Donc je vais au rendez-vous, on y va parce qu'on était à 2, faut le faire à 2 ce premier rendez-vous. Et on parle de tout un tas de trucs et elle me pèse, voilà. Et elle me dit, bon par contre, depuis le Covid, le gouvernement souhaite que pour entamer un parcours PMA, il faut que les personnes aient un IMC inférieur à telle valeur. Ok, je me prends encore une claque. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette merde? Clairement, hein. C'est quoi cette merde? On se fout de ma gueule. Allô la vie? Qui là-haut se fout de ma gueule? Enfin franchement, c'est quoi ce beans? Bref, et là je me suis dit non mais c'est pas possible. J'en veux encore à la terre entière. Ça me fait chier. Et là tu fais les calculs, il faut que je perde 20 kilos à cause de moi à nouveau parce que
Déjà à cause de moi parce que mon appareil génital n'était pas en bonne santé, parce que les trompes étaient obstruées. À cause de moi, de la grossesse extra-utérine, vraiment, vraiment je mettais tout sur moi. Vraiment, tout était de ma faute. Mais c'est moi, hein, pas mon compagnon, pas mon entourage, c'était moi qui me faisais tout ça, qui me faisait ce mal-là. Bref, je suis là, ok, je suis en train de calculer. Ça veut dire que potentiellement, si tout va bien, bah, je peux avoir perdu ce poids pour début du coup 2022. Super, ça veut dire que ça reporte encore le projet à super loin. Ok, j'accepte. J'accepte et je continue de faire ma vie. Je continue à faire ma vie. Il faut savoir que du coup, avant ce rendez-vous PMA, j'ai lancé mon entreprise en avril 2021. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit on va faire plus attention et tout. Et puis bon, après s'en est suivi mon parcours PMA, enfin le rendez-vous PMA. Et on laisse les choses couler. On prend même pas les rendez-vous pour faire les différents examens. On a des prises de sang à faire et tout. On les fait pas. On laisse tomber. Et puis du coup, ouais bah oui, parce qu'il fallait que je perde du poids avant de faire ces rendez-vous-là. Donc j'ai dit bon, on a laissé les ordonnances de côté, on fait notre vie. Voilà. On fait notre vie et puis en septembre 2021, on part en vacances en Corse. On part en vacances en Corse, on lâche complet, presque complet parce que ça s'est booké comme ça, mais ça tombait pendant ma période d'ovulation. Tu vois certainement où je veux en venir. Et je suis désolée, la lumière varie un peu parce que le soleil se cache, il se revient, il est un peu coquin. Mais il y a quand même un peu de lumière, donc c'est cool. Et du coup, on part en vacances. Et là, on part en vacances et je lâche prise, on revient. Et donc il y avait tous les deux, on savait que ça tombait pendant ma période d'ovulation. Donc comme je le disais, c'était pas fait exprès. Mais du coup, on revient de vacances et moi, trop pressée de savoir si je suis enceinte. J'ai envie de faire ce dernier test de grossesse que j'avais parce que j'avais acheté tout un stock, il y avait une promotion plusieurs mois avant, j'en avais acheté tout plein, enfin bref. Et là c'était le dernier. Je me suis dit j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Je peux pas attendre une journée de plus, c'est pas possible. Je veux savoir. Donc je fais le test de grossesse la veille de la date présumée de mes règles. J'attends que Jérémy parte au travail. Je fais ce test, presque en fait le mec je le fous presque à la porte. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il s'en aille. Et j'avais envie de faire ce test de grossesse toute seule parce que s'il avait été négatif, j'avais pas envie qu'il accueille cette tristesse avec moi, j'avais pas envie de lui faire vivre à nouveau ça. Et je me suis dit, je le gérerais toute seule et après j'en aurais parlé, tu sais, j'ai fait un test de grossesse, je pensais que, et puis voilà, ça va, t'inquiète, voilà. J'avais pas, parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré, hein, ces mois qui ont suivi la grossesse extra-utérine. Et du coup, j'avais pas envie de lui faire vivre ça à nouveau, voilà. Je fais le test et là, je bug. Vraiment, je bug et c'est irréel. C'est irréel, il est positif, mais c'est irréel. Je ne pleure pas, je bug. Je reste là assise sur mes toilettes à lire le test et le voir positif. J'ai envie de crier de joie à la folie, de le crier au monde entier. Bordel de merde, je suis enceinte et je suis tombée enceinte naturellement. Et d'un autre côté, il y a une petite voix qui me dit « Attends, te réjouis pas trop vite. Souviens-toi, il y a 1 an, ce que t'as vécu. » Et là, en fait, t'as cette bonne nouvelle qui se transforme en nouvelle... voilà, on y va avec des pincettes, quoi. Voilà. Quand même, je vais faire une prise de sang. Cette journée-là, je déjeunais avec des amis enceintes, enfin, mes amies étaient enceintes à l'époque. Et moi, je pouvais rien dire. Et pendant le repas, je reçois mes résultats d'analyse. Tout est trop bien, mes bêta-HCG étaient trop bien. Et ben, ça voulait rien dire. Parce que mes bêta-HCG pour la première grossesse, c'était comme ça. Et du coup, je vais acheter des petits chaussons.
Je vais acheter des petits chaussons. Juste après ma prise de sang, j'ai pas mes résultats, mais j'ai envie d'acheter des petits chaussons. J'ai envie de lui préparer un truc super à Jérémy comme ce qu'il voulait. Et le soir, il rentre et je lui annonce cette nouvelle. Là aussi, il s'est contenu, son âme s'est remplie de joie, il y avait des larmes de joie. Mais on pouvait pas se réjouir quand même parce que il s'est passé ça il y a 1 an. Et la raison prend un peu le dessus quand même à ce moment-là, et je suis désolée pour ses yeux qui se remplissent de larmes. Cette même journée, je prends rendez-vous avec ma gynécologue. Et je fais part de la grossesse extra-utérine à la secrétaire. Elle me dit ok, du coup vous avez rendez-vous telle date avec le docteur. Et du coup tout était planifié et c'est avéré que c'était une date avant l'anniversaire de ma petite sœur. Et en fait cette journée-là où j'ai appris ma grossesse, j'ai appelé mes sœurs pour leur annoncer. Et là c'est pareil aussi, il y a l'ascenseur émotionnel où t'as envie de sauter de joie. Et d'un coup, on va attendre l'échographie. Je vais à l'échographie. Et la veille de mon rendez-vous, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'ai mal au ventre. Et en fait, pour la grossesse extra-utérine, j'avais senti que j'avais un côté de mon appareil génital, donc je pense que c'est une trompe, qui me faisait mal. Ça me tirait dessus, mais pour autant, ça m'a pas vraiment alarmée, donc voilà. Mais là, du coup, j'avais cette même douleur à l'autre trompe. Et j'étais là, putain, ça recommence. Ça recommence. Et je me dis, c'est une grossesse extra-utérine, j'ai mal et tout, et bref. Je pleure parce que je commence à me faire un scénario pourri. Et puis, on a le rendez-vous. On y va, écho pelvienne à nouveau. On fait part de notre angoisse quand même à notre gynécologue. Et là, on fait le rendez-vous. Une écho pelvienne à nouveau parce que c'est tout petit. Ça se voit pas sur une écho traditionnelle. Et là, elle tombe dessus. Direct. C'était pas comme la dernière fois où il a fallu qu'elle cherche et qu'on trouvait pas, et là elle est tombée dessus direct tout de suite. Et là, on s'est tenu la main si fort, et pourtant nos espoirs étaient tombés sur une échelle de 1 à 10 à 0 vraiment, ou à moins 10 même, parce qu'on s'était dit je vais jamais pouvoir retomber enceinte naturellement. En plus je suis en surpoids et fait chier, et ça a marché. Notre parcours PMA, du coup, on n'a pas fait les autres rendez-vous, et voilà. Je suis tombée enceinte naturellement alors que c'était inespéré. Et aujourd'hui, ça peut paraître fou ce que je vais dire, vraiment, mais je remercie la vie d'avoir vécu ce truc, parce que j'ai vécu une grossesse mais merveilleuse, chose que je n'aurais certainement pas pu vivre si j'avais... Je suis désolée pour ça. Si j'avais vécu cette grossesse en tant que salariée dans le boulot où j'en pouvais plus. Je pouvais me reposer quand je voulais. C'était un plaisir de faire mes consultations d'hypnose et de sentir ma petite fille bouger au fil des histoires que je racontais à mes consultants. C'était beau. C'était vraiment très très beau, et ça vraiment, pour le coup, voilà, je remercie la vie pour ça. Ça peut vraiment paraître fou ce que je dis. Ça peut vraiment paraître très très fou. Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante. Très reconnaissante. Et j'ai vécu une grossesse comme ça. Et pourtant, j'ai
en obésité. Mais j'ai vécu une grossesse comme ça. Que ça soit sur le plan physique, psychologique, j'étais en parfaite osmose avec ma fille. Pas forcément avec mon corps parce que j'ai beaucoup aimé avoir ce ventre rond, mais j'aurais aimé être moins ronde, moins grosse, hein. C'est pas un terme péjoratif, hein, c'est une sorte de constat, voilà. Mais pour pouvoir mieux vivre cette grossesse. Mais j'ai vécu une grossesse de rêve. Je n'ai quasiment pas été malade. À la fin de ma grossesse, j'ai fait de la rétention d'eau, donc ça c'était moins fun. Mais voilà. Je suis tombée enceinte la veille de mes 30 ans. J'ai accouché... J'avais 30 ans. Donc là aussi, cette année-là, je n'ai pas pu boire de champagne comme pour la première grossesse pour les 30 ans de Jérémy. Il fallait croire que pour cette 30e année, il ne fallait pas que je boive du champagne, que ce soit pour lui ou pour moi. Voilà, mais c'est comme ça. Et dans mon histoire, j'ai toujours rêvé accoucher en juin. Pour moi, le mois de juin, c'était le mois parfait pour accoucher. Enfin, c'est les beaux jours, les journées sont longues. Moi qui suis née en février, je voulais surtout pas accoucher en hiver parce que les anniversaires en hiver, tu peux pas faire dehors. Enfin, c'est différent. Je m'étais vraiment visualisée, mais peu importe, hein, les grossesses, c'était même avant d'accoucher de ma fille, enfin de tomber enceinte de ma fille. C'était mon idéal, juin. Il s'est avéré que du coup mon terme était pour le mois de juin, pour début juin. Je n'ai pas accouché en juin parce que j'ai accouché par césarienne. J'ai accouché 3 semaines avant la date de mon terme. J'aurais pu accoucher 2 semaines avant, mais il s'est avéré que ça tombait en fait pendant le week-end de l'Ascension, donc il a fallu que j'accouche encore 1 semaine avant. Donc j'ai accouché 3 semaines avant mon terme. Et là aussi, j'ai de la gratitude parce que j'ai fait aussi de la rétention d'eau du coup, et ce qui fait que dans les poignets, et ce qui fait qu'au niveau du canal carpien, je pouvais plus me servir, j'avais des fourmillements, donc je pouvais plus trop me servir de mes mains, ce qui fait que je pouvais plus conduire, enfin bref, donc voilà, les derniers jours étaient pas extra fun parce que c'était casse-pied, même au point de manger c'était pas pratique, j'avais mal, j'avais du mal à couper ma viande, enfin bref. Voilà, tout s'est extrêmement bien passé. Je n'ai eu aucune complication durant ma grossesse. Je n'ai pas fait de diabète gestationnel. Je n'ai pas eu de toxoplasmose. Enfin bref, tout s'est très bien passé. Et je pense que mon histoire pourra permettre à des parents ou à des mamans qui vivent cette situation-là de mieux vivre leur histoire. Parce que franchement, si j'avais entendu des récits comme ça m'aurait vraiment permis lors de la grossesse extra-utérine de mieux vivre mon expérience peut-être. Aujourd'hui, je suis pleinement en paix. Je pense que le fait d'avoir eu ma fille, ça m'a permis d'être encore plus en paix avec cette situation. Mais dans mon cheminement pour que j'aille mieux avant de tomber enceinte de ma fille, j'ai fait un gros travail sur moi d'accueil de cette nouvelle, d'évacuation de tristesse. Et là aussi, l'hypnose m'a beaucoup aidée dans ma guérison pour recouvrer la paix, pour essayer de comprendre aussi pourquoi j'ai fait une grossesse extra-utérine, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça viendra peut-être un autre sujet de vidéo, parce que là on va parler plus de mon métier, mais voilà ce qui m'a aidée, vraiment. Et je remercie la vie parce que voilà, aujourd'hui j'ai une petite fille en pleine santé, je suis en pleine santé et tout s'est très bien passé, vraiment. Même la césarienne s'est très bien passée. J'en reviendrai aussi dans une autre vidéo, mais tout s'est très très bien passé. Voilà.
Je vais terminer cette vidéo là parce que je pense que déjà ça fait beaucoup, mais vraiment, si toi tu vis cette situation, sache que tu peux déjà t'entourer de personnes incroyables. J'ai eu un couple d'amis absolument merveilleux, enfin on s'entoure d'amis, nous, dans notre cercle amical de personnes absolument merveilleuses. Et ce qui fait que on a eu un couple d'amis où quand on a appris la grossesse extra-utérine, ils nous ont appelé tout de suite. Si ça va pas, enfin vraiment on est là pour vous, etc. Elle venait d'accoucher, ou elle était enceinte. Elle était enceinte et elle allait accoucher plusieurs mois après, enfin bref. Elle venait tout juste de nous annoncer sa grossesse, enfin bref. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, je nous revois chez eux. Lui fêtait son anniversaire et je nous revois chez eux et là et Maud, comment ça va ton boulot, etc. Et toi Jérémy, comment ça va et tout, et là on leur dit bah ça va tranquillement, voilà, moi je me prends pas trop la tête, j'ai d'autres projets en tête, et là ils nous regardent. On se regarde et vraiment en un regard, nos amis ont compris que j'étais enceinte. Et vraiment, je peux pas dire que leur réaction m'a plus touchée que ma famille, mais c'était beau. C'était vraiment très beau. En un regard, ils ont percuté. Et là, elle m'a regardée et dit putain, t'es enceinte? Bah oui, je suis enceinte. Et là, ils sont venus, ils nous ont sauté dans les bras, ils ont pleuré avec nous et c'était beau, mais c'était trop beau quoi. Et voilà. Et là, vraiment où je veux en venir, c'est dans ce cheminement. Quand on vit ce genre de situation, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous aimeront très très fort et qui accompagneront tous leurs gestes d'une extrême bienveillance et d'un amour inconditionnel. Et moi je leur dis merci à ce couple d'amis-là, mais aussi à ses amis qui ont été là pendant tout ce cheminement en fait, et qui ont toujours été d'une bienveillance extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Je sanglote tellement je suis touchée par tant d'amour en fait. Et vraiment, entourez-vous bien. C'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est entourez-vous bien. Et gardez la foi. C'est facile de dire tout ça quand on a le Saint Graal entre nos mains, entre guillemets. Mais par rapport à tout ce que j'ai vécu vis-à-vis de ça, c'est garder la foi. Vraiment. Et quand c'est très difficile à accueillir, quand on nous dit oui, mais c'est que c'était pas le bon moment. J'ai eu droit à des commentaires, bizarrement, de la famille. Ah, c'est que c'était pas le bon moment. Ah, bah, c'est qu'il était pas viable. T'as juste envie de dire aux personnes, mais taisez-vous. Et si il y a une personne de votre entourage qui vit cette situation-là, et soyez là pour elle. Faites-lui un putain de gros câlin. Dites-lui que vous êtes là. Ne lui dites même pas que c'est pas le bon moment. Lui dites pas que c'était pas un embryon viable. Ne lui dites pas tout ça. Elle s'en fout. La personne a juste besoin de vous. Elle a besoin d'un gros câlin, d'un viens on va prendre l'air, viens vite toi, même si on n'a pas forcément les bons mots dans ces moments-là, dans ces cas-là on peut se mettre en retrait et se dire j'ai pas forcément les bons mots mais je t'écoute, vas-y je t'écoute, pleure tout ce dont tu as besoin, lâche tout, je suis là, je te prête mes épaules, pleure sur mes épaules, tiens, je te tends 1, 10, 50, 60 paquets de mouchoirs, enfin,
Pleure vite toi, vas-y, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit. Et c'est ce que j'ai eu de la part de mes amis. Et vraiment, j'insiste sur le fait que les personnes n'ont pas besoin d'entendre que c'est un embryon viable, qui n'est pas viable, que c'était pas le bon moment. On s'en fout. Même s'il y a une part de vrai, les personnes n'ont pas besoin qu'on remette 100 balles dans la machine et d'entendre ces phrases pleinement bateau. On a juste besoin, même moi qui suis pas tactile, qui n'aime pas, enfin je veux pas dire que j'aime pas ça, mais je suis pas du genre à sauter dans les bras des gens ou quoi que ce soit, à faire la bise ou voilà. Mais là j'avais juste besoin qu'on me dise viens, pleure et inonde-moi de larmes et de morve sur mon épaule et je suis là pour toi. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo comme ça. C'était important pour moi de vous parler de tout ça. C'est vraiment très très important. Et l'espace commentaire sera là vraiment pour de la bienveillance. Vraiment, soyons gentils et gentilles ensemble et apportons de l'amour à ces personnes qui en ont besoin. Et c'est ça que je voulais faire au travers de cette vidéo. C'était pas claquer mon bonheur dans la gueule des gens, c'est montrer qu'on peut garder la foi. Vraiment, ce truc de garder la foi, c'est ce qui m'a permis de comme sortir la tête en dehors de l'eau et de me dire que je suis prête à accueillir un inattendu. Mais le beau, vraiment l'extraordinaire, celui qui... le waouh, vraiment, qui me montrera que c'est possible. Voilà. Je vais terminer cette vidéo comme ça. Vraiment du fond du cœur, ça me vient comme ça, mais j'espère n'avoir blessé personne. J'espère qu'on l'aura compris que c'était pas du tout mon intention, c'était juste de partager pleinement mon expérience. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de proches qui sauront vous écouter. Entourez-vous de professionnels bienveillants. Les professionnels de santé sont là aussi pour ça et là aussi j'ai eu beaucoup de mal en tant que personne qui pratique de la médecine douce, thérapie, enfin de la thérapie brève. Je m'étais dit mais non mais je peux pas me sentir mal, c'est pas possible, comment je vais faire pour accompagner mes consultants, etc. Si j'avais faux sur toute la ligne, bien sûr que si, que je peux. On peut ne pas se sentir bien et être professionnel de la santé. Enfin, je peux pas forcément me qualifier comme ça parce que je fais de la thérapie brève, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est que tout le monde a droit à son lot de tristesse. On a le droit de pleurer. On a le droit de pas être bien. Voilà. Je vais terminer cette vidéo comme ça. J'espère qu'elle aura mis du baume au cœur aux personnes qui se sentiront concernées par ces sujets. J'espère qu'elle sera pas trop longue, je sais pas combien de temps va faire, mais voilà. C'était un plaisir en tout cas pour moi de la tourner et de vous partager cette expérience-là. Et j'espère que vraiment qu'elle réchauffera les cœurs. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.